En l'espace de 300 secondes à peine, le monde a basculé. Un court instant aussi bref qu'un spot publicitaire a suffi pour enflammer la scène climatique des Nations Unies et creuser un fossé irréversible entre ceux qui défendent la planète et ceux qui la sacrifient au nom du profit. Une poignée de minutes et voilà l'humanité scindée entre espoir vert et déni obstiné. À peine son micro reposé, Donald Trump avait déjà allumé l'incendie. Depuis la tribune de l'ONU, il venait de larguer une bombe verbale selon lui, le dérèglement climatique, une supercherie planétaire et l'Europe, une civilisation en chute libre sabotée par ses propres lubies écologiques. Triomphant, il balayait l'Assemblée du regard avec ce fameux sourire en coin, mi-suffisant, mi-provocateur, qui faisait frissonner ses adversaires et galvanisait ses partisans. Dans sa tête s'était plié, il venait de remporter par KO le match contre l'hystérie verte, et qui aurait l'audace, devant des millions de téléspectateurs, de lui porter la contradiction. Mais cette fois, le décor n'était plus le même. L'hémicycle onusien, théâtre de bien des discours creux, accueillait désormais une relève européenne qui n'avait pas l'intention de tendre l'autre joue. Parmi eux, un certain Sébastien Lecornu, locataire de Matignon, observait Trump sans ciller. Aucune colère, aucun rictus, juste un calme glaçant, presque clinique, qui aurait dû alerter l'ancien président. Car ce qui allait suivre n'était pas une réponse. C'était un séisme diplomatique. Un moment de bascule que l'histoire n'oublierait pas. Avant que la foudre ne frappe la grande salle des Nations Unies, il faut faire un petit retour dans le temps. Direction les étages luxueux du Plaza Hotel. Là-bas, bien au chaud dans sa suite présidentielle, Donald Trump peaufinait sa prochaine provocation. Comme on prépare un feu d'artifice, chaque étincelle devait faire du bruit. Entouré de ses fidèles stratèges les plus exaltés de son entourage, l'ex-président des États-Unis affûtait son discours comme une lame prête à trancher le Green Deal européen. Ces Européens arrogants s'imaginent en professeurs de morale climatique, s'exclama-t-il en tapotant du doigt un graphique sur les prix de l'énergie. Ils s'enfoncent dans leur délire vert pendant que leurs usines ferment, leurs fermiers hurlent et leurs factures explosent. C'est de la folie économique et je vais le prouver en mondovision s'il le faut. Le plan de Trump, diaboliquement limpide, utiliser la scène solennelle des Nations Unies comme théâtre de démolition en règle des politiques écologiques européennes. Objectif, faire passer les États-Unis pour les champions du bon sens économique face à une Europe engluée dans ses rêves verts. Et mieux encore, creuser un fossé diplomatique en séduisant les pays émergents avec un discours de développement réaliste, loin des sermons climatiques occidentaux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à quelques rues de là, dans l'atmosphère feutrée du Saint-Régis, un autre stratège peaufinait lui aussi son arsenal. Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement français, n'avait pas traversé l'Atlantique pour tendre l'autre joue. Non, il était là pour affirmer haut et fort une vision, celle d'une Europe responsable, lucide et prête à défendre la vérité climatique sur la scène mondiale. Là où tant de dirigeants européens avant lui avaient préféré raser les murs, bafouillant des réponses floues face au coup de massue de Trump, Sébastien Lecornu lui avait choisi une toute autre partition. Fini la diplomatie du silence gêné, il allait monter sur le ring avec des munitions béton. Des chiffres précis, des faits indiscutables et une rigueur implacable. Pas question de jouer la défensive. Cette fois, ce serait frontal, chirurgical, scientifique. En coulisses à Matignon, un véritable commando d'experts avait été mobilisé des semaines auparavant. Une task force taillée pour l'affrontement climatique, climatologues, économistes, stratèges en diplomatie verte, la crème de la crème. À leur tête, la brillante Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC, qui apporta les données scientifiques les plus fraîches. François Gemène, spécialiste des migrations climatiques, livra des prévisions démographiques percutantes. Et Barbara Pompili, ex-ministre de la Transition écologique, dressa le tableau de ce que la France avait concrètement réussi dans le domaine. Une riposte se préparait. Et elle allait être redoutable. « Monsieur le Premier ministre », lança calmement Valérie Masson-Delmotte lors d'une réunion à huis clos dans les salons feutrés de Matignon, Trump, c'est un maître dans l'art du flou des raccourcis et des vérités arrangées. Mais face à des faits sourcés récents et impossibles à falsifier son château de sable, s'effondre.
Il ne s'agit pas de parler plus fort que lui. Il suffit d'arriver avec les bons chiffres au bon moment. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Des semaines durant, l'équipe de Lecornu s'est muée en machine de guerre statistique, température mondiale relevée au dixième de degré près, estimation chiffrée des dégâts climatiques, bilan d'emplois créés par les énergies propres, classement comparé des rendements énergétiques par pays. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque punchline prévisible de Trump avait déjà sa contre-attaque prête à être dégainée. Chaque intox avait son antidote calibré, chiffré, imparable. Et pour verrouiller définitivement la crédibilité de son offensive, Lecornu n'a pas fait appel à n'importe qui. Il est allé chercher l'un des piliers de la science climatique mondiale, Jean Jouzel, ex-bras droit du GIEC et co-lauréat du prix Nobel de la paix. Ce dernier, avec la gravité d'un général avant la bataille, lui glissa ces mots qui résonnaient comme une prophétie. « Sébastien, vous allez croiser le fer avec l'un des démagogues les plus coriaces de ce siècle. Mais n'oubliez jamais ceci, la vérité scientifique est votre meilleure arme. Et à la fin, c'est toujours elle qui gagne. » Le 23 septembre 2025, cette date sonnera longtemps comme un coup de gong dans les annales de la diplomatie climatique mondiale. Ce matin-là, le rideau se levait sur l'Assemblée générale de l'ONU dans un silence chargé d'électricité. Si l'agenda officiel parlait de développement durable et de lutte contre le réchauffement, tout le monde savait que ce serait bien plus que ça. Ce jour-là, deux mondes allaient s'entrechoquer, deux visions du futur, et le monde entier serait témoin du choc. Fidèle à la coutume qui accorde la priorité aux anciens locataires de la Maison-Blanche, Trump exigea de passer le premier. Et pile à 14 ans comme une horloge suisse, le show démarra. L'homme surgit sur scène tel un acteur en pleine première drapé dans son costume bleu nuit, taillé au millimètre cravate rouge flamboyante comme un drapeau de défi. L'assurance inébranlable, la mise en scène millimétrée. « Cher délégué », lança-t-il d'une voix de stentor ponctuant chaque mot de gestes larges presque chorégraphiés. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour révéler une vérité que l'on tente d'étouffer. Le soi-disant réchauffement climatique est tout simplement la plus grande supercherie de l'histoire moderne. » Stupeur dans la salle. Même ceux qui pensaient avoir tout entendu de la part du personnage restèrent un instant bouche bée. Dans ce temple du multilatéralisme rare étaient les affronts aussi frontaux. Et pourtant, Trump venait d'en déposer un au centre exact de l'arène. Trump n'en avait pas fini avec son numéro. Il se tourna soudain vers la délégation européenne, tendant le bras comme un metteur en scène en plein acte final. « Regardez-moi cette Europe. Voilà des gens qui s'abordent leur propre économie avec leur lubie écolo. Leurs factures d'électricité explosent, leurs usines tirent le rideau et leurs agriculteurs battent le pavé. Pendant ce temps, devinez quoi? La Chine et l'Inde, elles continuent tranquillement à cracher leur CO2. Vous appelez ça du bon sens, vous? Et il enchaîna crescendo les énergies renouvelables. Ne me lancez même pas là-dessus, c'est une arnaque XXL. Le vent fait la sieste quand il veut, le soleil dort la nuit. Et c'est là-dessus que vous voulez fonder une économie sérieusement. Mais le clou du spectacle, c'était pour la France. Et il ne se priva pas. Parlons-en de cette prétendue championne de l'écologie. Des réacteurs nucléaires hors d'âge qui font trembler tout le continent, des éoliennes qui massacrent le paysage et ruinent les campagnes, et des voitures électriques qui ne roulent qu'avec du nucléaire. Monsieur Lecornu, franchement, c'est ça votre cohérence. Ce tir ciblé n'avait rien d'un dérapage, c'était une attaque millimétrée, soigneusement conçue pour pousser Lecornu dans ses retranchements, le forcer à trébucher devant les caméras du monde entier et lui voler la scène par une provocation bien rodée. Trump, fidèle à son jeu favori, s'attendait à déclencher une réaction vive, un froncement de sourcils, un bafouillage maladroit. Cette nervosité qu'il savait retourner à son avantage en enfonçant le clou avec sa verve populiste. Mais en face, rien. Le Premier ministre français, impassible, prenait des notes comme s'il écoutait un exposé d'étudiant. Ce calme glacial aurait dû alarmer Trump. Mais enivré par sa propre démonstration, il n'a rien vu venir. Et comme à son habitude, Trump conclut avec panache son refrain bien rodé en bouche. L'Amérique a fait le choix du bon sens économique, pas des utopies vertes. On crée de l'emploi, on fait baisser les factures, et pendant ce temps-là, l'Europe s'effondre en s'accrochant à ses illusions écolo. Voilà la réalité.
Un silence magnétique s'abattit sur l'assemblée. Tous les yeux convergèrent vers Lecornu. D'un geste mesuré, il demanda la parole. Sans précipitation, il se leva, ajusta légèrement sa veste, puis gravit les marches de la tribune avec ce mélange de grâce et d'assurance qu'on associe aux grands moments de la diplomatie française. Une fois en haut, il planta calmement son regard dans celui de Trump, comme pour dire à mon tour « maintenant ». Sa voix calme mais cristalline fendit la salle avec la précision d'un scalpel. « Monsieur Trump, ex-président des États-Unis, merci. Merci de nous avoir offert une illustration parfaite du climato-scepticisme version 21e siècle. Votre discours est un florilège de contre-vérités d'approximations spectaculaires et d'une mauvaise foi presque artistique. Il est temps, je crois, de replacer quelques faits sur la table. L'attaque n'avait rien de brutal en apparence. Elle était polie, impeccablement formulée. Et pourtant, chaque mot sonnait comme une gifle feutrée. Trump prit de court, se laissa tomber dans son siège, la bouche crispée, visiblement contrarié d'avoir été défié sur son propre terrain. « Une arnaque, dites-vous » lança Lecornu tout en ouvrant tranquillement un dossier épais qu'il sortit de sa serviette. « Très bien. Jetons un œil au relevé de la NASA, de la NOAA et du Centre européen pour le climat. L'année 2024 la plus brûlante jamais mesurée, plus 1,48 degrés C. Ce n'est pas un slogan, c'est un thermomètre. Premier tir précis chirurgical impossible à esquiver. Le ton resta posé, mais le rythme s'accélérait. Vous attaquez les renouvelables. Très bien, aujourd'hui, près de la moitié de l'électricité européenne provient de sources propres. Le solaire lui a vu ses coûts plonger de 71%. Et pendant ce temps, votre pays reste accro à 79% aux énergies fossiles venues d'ailleurs. Vous appelez ça du progrès technologique. Deuxième salve structurée, documentée, irréfutable. Puis, avec un demi-sourire, vous parlez de suicide économique. Alors expliquons. Les clean tech européennes, c'est 3 millions d'emplois. 36 milliards d'euros par an. Et pendant ce temps, Tesla, votre fleuron national, réalise presque la moitié de ses ventes. En Europe. Monsieur Trump, vos entreprises prospèrent grâce à nos politiques délirantes. Avouez que c'est savoureux. Dans la salle, l'atmosphère changeait subtilement. Des sourires complices se dessinaient sur les bancs européens. Les premiers signes d'un renversement. Mais Lecornu, lui, n'avait pas encore fini son numéro. Il tira calmement une autre feuille de son dossier, leva les yeux et enchaîna implacable. Parlons maintenant d'un sujet qui coûte cher, très cher, les catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis ont encaissé 47 milliards de dollars de dégâts entre ouragans en Floride, incendies en Californie et tornades dans le Midwest. L'Europe, 23 milliards d'euros. Pourquoi cette différence? Parce que nous, on investit dans la prévention, vous payez les pots cassés. La salle retint son souffle, l'argument frappait fort, brutal mais exact. Et dans le camp américain, Trump bougeait nerveusement sur son siège. Le masque de contrôle commençait à se fissurer, mais Lecornu enchaîna sans lui laisser de répit. « Vos pics sur nos voitures électriques intéressants. Sachez qu'en Europe, on fabrique 2-3 millions de véhicules électriques par an. Vous, aux États-Unis, 8 millions. Pendant que vous continuez à injecter des milliards dans le pétrole, nous, on bâtit une industrie indépendante et tournée vers l'avenir. Vous nourrissez le passé, nous, on embauche pour demain. » Et là, il l'a lâché, la phrase fatale. Celle qui allait enflammer la planète, faire exploser les réseaux sociaux et être gravée dans les manuels de rhétorique politique. Monsieur Trump, vous affirmez que l'écologie est un suicide. Mais nier la science, c'est elle, la vraie autodestruction. Et franchement, les États-Unis méritent mieux que vos fables climatiques. Un frisson traversa la salle. Pas un bruit, pas un souffle. Trump, d'ordinaire si prompt à dégainer, restait figé. Il cherchait une répartie. Elle ne venait pas. Pour la première fois depuis longtemps, il se retrouvait désarmé. Mais Lecornu, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Il reprit l'air toujours aussi posé. « Parlons de vos agriculteurs, puisque vous prétendez les défendre. Grâce à nos stratégies d'adaptation, nos fermes françaises tiennent le choc malgré les sécheresses. Et les vôtres, 34% de pertes sur la récolte de maïs l'été dernier à cause des vagues de chaleur. Alors dites-moi qui défend vraiment ces paysans.
Cette fois, Trump faisait face à un raz-de-marée de faits, un déluge de statistiques millimétrées vérifiables, irréfutables. Chaque punchline du milliardaire populiste était méthodiquement démontée, neutralisée par une avalanche de données aussi froides que précises. Le cornu poursuivit imperturbable. Vous parlez de cohérence énergétique parfait. La France, elle génère son électricité sans carbone, combinant nucléaire et énergie renouvelable. Et chez vous, 61% encore issus de charbon de gaz, de pétrole. Quant aux émissions par habitant, nous plafonnons à 4 tonnes de CO2. Faites les comptes. Le silence dans la salle devenait lourd. Trump, manifestement secoué, cherchait à reprendre le dessus, mais les cornus lui entraient déjà dans sa phase finale. Chaque mot avait été affûté comme une lame de précision. Monsieur Trump, vous incarnez un monde dépassé, celui du rejet de l'inaction du confort irresponsable face aux crises qui viennent. L'Europe, elle porte une vision, celle d'un futur sobre, audacieux, lucide. L'histoire, elle tranchera entre ceux qui ont détourné le regard et ceux qui ont décidé d'agir. Et là, le cornu a lâché la phrase qui allait devenir légendaire, celle qu'on verrait placardée sur des pancartes, gravée dans les tweets, répétée dans les débats pendant des années. Monsieur Trump, la vraie supercherie n'est pas de lutter contre le climat. Non! Le véritable scandale, c'est d'avoir convaincu des millions de gens qu'on peut piétiner la science sans jamais en payer le prix. La salle a littéralement explosé. Une standing ovation d'une intensité rare. Pendant 3 minutes, l'Assemblée générale tout entière s'est levée pour saluer le cornu. Les applaudissements fusaient de toutes parts. Trump décomposé blême, il avait déjà quitté la pièce avant même que le discours n'arrive à son terme. Et l'effet domino ne s'est pas fait attendre. En quelques minutes, les extraits du clash tournaient en boucle sur Internet. Hashtag en feu, le cornu vs Trump, less fêtes climatiques, pass less fakes, la science gagne. Pendant 72 heures d'affilée, les algorithmes des réseaux sociaux ont couronné la victoire de la raison, y compris sur le sol américain. La riposte ne s'est pas fait attendre. Du côté des temples du savoir américain, la réaction fut claire et cinglante. Harvard, le MIT, Stanford, tous publièrent des communiqués saluant une chose devenue rare, la victoire éclatante de la rigueur scientifique face à la rhétorique populiste. Plus de 2000 scientifiques américains ont apposé leur signature sur une pétition officielle soutenant chaque mot de Le Cornu et réclamant sans détour que Trump cesse enfin de propager ses absurdités climatiques. En Europe, c'était carrément un électrochoc. Cela faisait bien longtemps qu'un dirigeant du vieux continent n'avait pas tenu tête avec autant d'aplomb à Trump sur son propre terrain devant les caméras du monde entier. Résultat, une vague de fierté sans précédent. Selon l'Eurobaromètre, 84% des citoyens européens ont applaudi la prise de parole de Le Cornu. Un taux digne des légendes. Mais c'est la jeunesse qui a donné le ton final, celle qui observe, analyse et agit. La voix de Greta Thunberg est tombée comme une validation planétaire. Enfin, un leader qui dit la vérité climatique sans trembler. Merci Sébastien Le Cornu. Du jour au lendemain, Le Cornu devint l'étendard planétaire de la cause climatique. Les ONG écolos, les collectifs de jeunesse, les militants des 4 coins du globe, tous l'adoptèrent comme leur nouveau champion. Quant à Trump, humilié en mondovision, il tenta de riposter à coups de tweets rageurs. Mais cette fois, ses invectives tombèrent à plat. Que pouvait-il répondre à des données officielles, à des chiffres que même ses alliés n'osaient contester? Son arsenal habituel fake news et provocation venait de s'écraser de plein fouet contre une muraille, celle des faits. Et 6 mois plus tard, les faits ne s'étaient pas dissipés. Le Cornu, désormais figure emblématique de la diplomatie climatique, faisait la tournée des plus grandes universités du monde. Partout, chefs d'État et ministres européens venaient solliciter ses conseils. Une référence était née. Pendant ce temps, Trump lui voyait son aura s'effriter. Même parmi ses partisans de toujours, le doute s'installait. Quand le mensonge se heurte à la vérité incontestable, il perd sa magie. Pour de nombreux citoyens américains, ce fut un électrochoc. Grâce à l'intervention de Le Cornu, ils réalisèrent brutalement à quel point leurs propres dirigeants les avaient menés en bateau sur l'urgence climatique. Ce discours à l'ONU, 5 petites minutes à peine, a marqué un point de bascule.
C'est l'instant précis où l'Europe a cessé de baisser les yeux devant les provocations venues d'outre-Atlantique et a choisi d'assumer haut et fort ses convictions écologiques. Ce jour-là, Lecornu a prouvé qu'il était possible de faire vaciller le populisme avec une seule arme, la vérité scientifique, à condition d'avoir le cran de la dire sans trembler. Le New York Times résuma l'instant avec une phrase devenue culte. En 5 minutes, un Premier ministre français a accompli ce que 10 années de sommets diplomatiques n'avaient jamais réussi à replacer la science au centre du débat. Un message clair gravé dans les esprits face à ceux qui nient l'évidence, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. La seule réponse digne, c'est une vérité exposée avec courage et soutenue par des preuves. Mais derrière cette joute verbale devenue virale se dissimulait une préparation méthodique orchestrée dans le plus grand secret. Peu de gens le savent, mais tout avait commencé 4 mois plus tôt à huis clos dans les couloirs tamisés de l'Élysée. Là, dans une ambiance tendue, avait eu lieu une réunion stratégique de la plus haute importance. Il s'agissait de bâtir la riposte française face à l'éventuel retour du bulldozer Trump dans l'arène mondiale. Ce soir-là, dans le salon Napoléon balayé par le vent glacial de février, Emmanuel Macron rassembla ses plus fidèles conseillers autour d'une table confidentielle. Il ne tourna pas autour du pot. Trump prépare son grand retour. Ces intox climatiques recommencent à gangréner le débat, même ici en Europe. On ne peut plus se contenter d'ignorer. Cette fois, il faut une réponse chirurgicale, millimétrée, inattaquable. L'objectif était fixé, ne pas subir, mais frapper juste avec rigueur scientifique et précision politique. Installé autour de la table ovale de l'Élysée, on retrouvait un véritable commando d'élite du climat et de la communication politique française. Un casting à faire pâlir n'importe quelle conférence internationale. Valérie Masson-Delmotte, sommité mondiale en climatologie et chef de file du GIEC. François Gemène, l'expert incontournable des migrations climatiques, professeur à Sciences Po. Barbara Pompili, ancienne ministre de l'écologie stratège des transitions vertes. Et enfin, le sage parmi les sages, Jean Jouzel, prix Nobel de la paix et figure historique du GIEC aux côtés d'Al Gore. Le silence de la pièce fut brisé par une voix assurée, posée mais ferme, celle de Valérie Masson-Delmotte. Président Trump n'improvise pas. Il suit une mécanique bien huilée. 1, il sème le doute sur la science. 2, il amplifie les coûts de la transition comme si c'était une apocalypse économique. Et 3, il minimise la responsabilité américaine en comparant avec la Chine ou l'Inde. Si on veut le désarçonner, il faut démonter méthodiquement chacun de ses arguments avec des faits, des chiffres et surtout, zéro faille. Jean Jouzel avait alors pris la parole avec cette sagesse tranquille qu'on lui connaît. Le vrai talent de Trump, c'est sa capacité à noyer une vérité dans un océan de contre-vérités. Il distille quelques chiffres exacts, puis les enrobe de mensonges pour leur donner une illusion de crédibilité. Si on veut le faire tomber, il faut l'obliger à se confronter à ses propres sources. Des données estampillées « Made in USA » qu'il ne pourra ni ignorer ni discréditer sans se renier. Ce principe allait devenir l'arme fatale de l'équipe française du jiu-jitsu politique version climat. Utiliser les propres outils de l'adversaire pour le déstabiliser. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Pendant des semaines dans l'ombre, les experts réunis par Macron, sous la houlette de Lecornu, dressèrent un arsenal d'arguments imparables. Tous sourcés depuis des institutions américaines officielles, la NASA, la NOAA, le ministère de l'Énergie, l'EPA, du béton scientifique signé Washington. C'est François Gemène qui posa alors l'équation décisive. Avoir la science de son côté ne suffit pas. Il faut aussi convaincre les foules. Trump est passé maître dans l'art de transformer le complexe en slogan simpliste. À nous de rendre la vérité aussi percutante que ses intox. Et c'est sur ce principe fondamental, clarté, accessibilité, impact, que toute la stratégie de Lecornu allait reposer une science compréhensible sans jargon, mais implacable. Mais ce qui distinguait vraiment cette opération de toutes les réponses diplomatiques classiques, c'était l'intention assumée de Lecornu. Il ne comptait pas seulement se défendre. Il visait l'écrasement pur et simple. Pas question de lui répondre mollement avec de la diplomatie aseptisée, avait-il martelé à son équipe. Je veux une riposte qui pulvérise ses mensonges. Un exposé si rigoureux, si tranchant,
que même les climato-sceptiques les plus bruyants n'oseront plus l'ouvrir. C'est cette volonté d'anéantir méthodiquement la propagande qui transforma la riposte de l'écornu en véritable chantier de moines copistes. Chaque phrase favorite de Trump avait été disséquée, chaque mensonge démonté, chaque demi-vérité recadrée par des faits solides, vérifiables et implacables. Rien n'avait été laissé au hasard jusqu'à la forme des graphiques. Pour maximiser l'effet, des experts en sciences cognitives avaient été sollicités afin de calibrer chaque donnée au millimètre près pour qu'elle frappe l'opinion en plein cœur. Parmi eux, un nom en particulier fut discrètement approché, Anders Vleminckis, du prestigieux Cambridge Social Decision Making Lab, référence mondiale sur les mécanismes de désinformation climatique. En visioconférence cryptée, il résuma l'enjeu en une phrase glaçante. « Monsieur le Premier ministre Trump manie ce qu'on appelle des arguments zombies, des intox séduisantes, mortes 100 fois mais toujours de retour. Pour les enterrer définitivement, il faut une mise en pièces publique brutale, inoubliable. » C'est en partant de cette analyse implacable que l'écornu façonna l'ultime offensive. Il ne s'agissait plus seulement de démonter les mensonges de Trump point par point, mais de les pulvériser de façon si spectaculaire qu'aucun démagogue n'oserait les recycler sans ridicule. Le but, déclencher ce que les experts en psychologie appellent un point de bascule cognitif. Ce moment précis où la vérité limpide s'impose comme une évidence que plus rien ne peut troubler. Et pour transformer cette ambition en impact réel, le Premier ministre avait mis en place un entraînement de haute voltige à Matignon. Des joutes oratoires intenses, presque théâtrales, où ses propres conseillers se glissaient dans la peau de Trump, d'un présentateur télé suspicieux, d'un ouvrier craignant pour son emploi, ou encore d'un diplomate africain méfiant. Vos éoliennes massacrent la faune ailée et ruinent nos paysages, hurlait l'un d'eux, mimant un populiste outré. « Cher conseiller, répondait le cornu imperturbable, une éolienne cause environ 0,01 morts d'oiseaux par J. Dewar. Le charbon, 17. Vous voulez vraiment parler de massacre écologique ? » L'ancien officier qu'était le cornu n'avait rien laissé au hasard. Il gérait les dossiers climatiques avec la même précision stratégique que lorsqu'il planifiait des opérations militaires. Une victoire se forge longtemps avant le champ de bataille, répétait-il comme un mantra à son équipe. Pendant que Trump improvise à coups de slogans, nous avançons sur carte. Et cette rigueur ne s'arrêtait pas aux arguments. Non, chaque détail était calibré, le choix d'un costume bleu sobre, élégant mais discret, tranché avec la théâtralité tapageuse de Trump. Ses gestes mesurés au millimètre évoquaient plus le chirurgien du débat que l'acteur en roue libre. Sa voix calme et assurée formait un contrepoint parfait aux envolées tonitruantes du magnate. Rien n'était laissé au hasard. Le cornu était venu pour convaincre, pas pour divertir. Un expert en communication d'élite, ancien stratège pour plusieurs lauréats du Nobel, s'était personnellement investi auprès de l'écornu. Sa mission, lui enseigner l'art de projeter face aux caméras du monde entier cette forme rare et précieuse qu'il appelait la présence scientifique incarnée. Monsieur le Premier ministre, vous ne serez pas seulement la voix d'un pays, mais le visage d'une vérité mondiale face aux ténèbres de la désinformation. Chaque inflexion de votre voix, chaque regard, chaque silence doit traduire ce poids historique. Mais ce n'était qu'un volet du plan. À 3 semaines du grand saut vers New York, une alerte confidentielle tomba comme une bombe. Les services secrets français, via une opération discrète de renseignement, avaient levé le voile sur les grandes lignes du discours trumpien. Réunion de crise à huis clos. Le directeur de la DGSE avait été direct, il va foncer dans le tas. Attaque frontale contre l'Europe, blague facile sur nos factures d'énergie, moquerie sur les voitures électriques et une salve toute spéciale pour vous, Monsieur le Premier ministre, sur le nucléaire. Grâce à ces précieuses fuites, le cornu avait pu affûter ses réponses comme un chirurgien politicien maniant le scalpel de la vérité. Chaque punchline attendue de Trump était désormais désamorcée à l'avance, démontée, disséquée, prête à être retournée contre lui. Il va nous resservir son buffet habituel de contre-vérité, plaisanta l'écornu dans un éclat discret. Ce sera un plaisir de les découper méthodiquement, morceau par morceau, sous les projecteurs planétaires.
Le départ pour New York se fit dans une ambiance tendue mais méthodique à mi-chemin entre un QG électoral et une salle d'échauffement olympique. À bord de l'Airbus A330 présidentiel, pendant 8 heures de vol, le Premier ministre s'était transformé en métronome de la réplique, fiche en main statistique, en tête formule affûtée au millimètre. Autour de lui, son équipe agissait comme un staff de coach avant un match de championnat du monde peaufinant, la dernière virgule ajustant le moindre détail. « N'oubliez jamais », lui glissa Valérie Masson-Delmotte à mi-vol, les yeux ancrés dans les siens, « derrière chaque mot que vous prononcerez, ce sont 97% des scientifiques de la planète qui vous accompagnent. Ce que vous défendez, c'est le consensus mondial sur le réchauffement causé par l'homme. Trump. Il ne traîne avec lui qu'une poignée de climato-sceptiques marginaux et quelques barons du pétrole. Le vrai poids intellectuel, c'est vous qui l'avez. » Jean Jouzel, avec sa sagesse posée, renchérit doucement. « Ce que vous allez livrer à New York, Sébastien, ce n'est pas un duel politique de plus. C'est une leçon magistrale de rigueur scientifique au cœur de la plus haute scène diplomatique mondiale. Ce n'est pas un discours que vous portez, c'est une responsabilité historique. » Ces mots lourds de sens avaient scellé en Lecornu une volonté de faire. À peine arrivé à New York, il avait senti l'électricité dans l'air, les couloirs de l'ONU vibraient déjà comme une arène avant le choc des titans. Dans les salons feutrés du Plaza Hotel transformé en quartier général improvisé du clan Trump, les rumeurs enflaient comme une marée montante. Les journalistes américains à l'affût murmuraient qu'un discours explosif sur le climat se préparait. À quelques blocs de là, dans un bureau discret du Régis, le calme régnait. Le Cornu, entouré de ses experts, peaufinait chaque mot, chaque chiffre, chaque riposte, comme un chef d'orchestre avant la première. La veille du grand jour, un appel inattendu résonna depuis Stockholm, Greta Thunberg en personne. Okay. « Monsieur le Premier ministre, demain vous serez notre voix face aux fausses promesses et aux demi-vérités. Toute une génération vous regarde. » Cette phrase simple et directe avait frappé le Cornu comme une claque douce. Ce débat dépassait la politique, il devenait un devoir moral. La science, l'émotion, la jeunesse, tout convergeait désormais vers ce moment. Au lever du jour, le 23 septembre à 6h30, la lumière de Central Park baignait la suite présidentielle, où Lecornu révisait une ultime fois ses fiches. Il leva les yeux vers ses conseillers et dit d'un ton grave mais calme: « Ce matin, je ne suis pas qu'un ministre français. Je suis le messager d'une vérité que trop de puissants préfèrent ignorer. Ce que nous dirons aujourd'hui, l'histoire en gardera la trace. » Dès que Lecornu mit un pied dans le hall de verre des Nations Unies, il comprit que cette journée ne serait pas comme les autres. L'endroit vibrait d'une tension palpable, plus de 200 journalistes avaient obtenu leur accréditation, un record absolu pour un débat sur le climat. Dans les rangs des délégations africaines et insulaires, l'espoir se mêlait à l'inquiétude. Celles et ceux qui chaque année subissent les assauts du dérèglement climatique attendaient un signal fort. Peut-être que cette fois, quelqu'un aura enfin le courage de remettre Trump à sa place, murmura l'ambassadeur des Maldives avec un soupçon d'espoir dans la voix. Dans l'enceinte solennelle de l'Assemblée générale, on aurait cru assister au début d'un procès historique. Tous les regards convergeaient vers les deux figures opposées, d'un côté le champion du climato-scepticisme américain, de l'autre le porte-drapeau d'une Europe armée de données scientifiques. L'heure du duel idéologique avait sonné. Les objectifs de CNN France 24, Al Jazeera et BBC étaient braqués comme des fusils sur ce face-à-face aux allures de jugement dernier. Lorsque Trump s'était levé pour dérouler son discours, le Cornu ne l'avait pas interrompu une seule seconde. Il l'écoutait avec la concentration d'un médecin légiste examinant un corps rempli de symptômes, demi-vérités, exagérations toxiques, sophismes déguisés en statistiques. Chaque assertion douteuse était mentalement classée, étiquetée et rangée dans l'ordre d'exécution. Il déballe son lot habituel de contre-vérités, se disait le Cornu intérieurement. Parfait, je vais les démonter une à une avec la précision d'un scalpel. Et effectivement, à peine Trump avait-il refermé son dossier, pensant avoir renversé la table qu'il venait en réalité de servir tous les arguments sur un plateau d'argent. Tout y était la caricature des politiques européennes, les sarcasmes sur les panneaux solaires, les pics sur le nucléaire français. Nucléaire, rien d'inédit, rien d'imprévu.
C'était le scénario exact que l'équipe de Lecornu avait répété des dizaines de fois. Alors le moment était venu face aux caméras du monde entier. Lecornu entra en scène et livra une réponse devenue légendaire. Ce que la majorité des spectateurs n'avaient pas perçu derrière l'élégance verbale de Lecornu, c'était l'arsenal psychologique d'une précision chirurgicale qu'il déployait dans l'ombre de chaque phrase. Son discours n'était pas seulement une riposte politique, c'était un exercice de démolition cognitive savamment orchestré par les plus fins stratèges de la communication scientifique. En direct, il appliquait les leviers mentaux les plus éprouvés pour désamorcer les mécanismes de désinformation. Premier levier, le choc comparatif. En juxtaposant habilement les succès tangibles de l'Europe face aux échecs manifestes des États-Unis, il fabriquait un effet miroir brutal. Ce contraste frappant rendait l'inefficacité du modèle américain éclatante sans qu'il ait à le dire explicitement. Deuxième levier, la source indiscutable. Lecornu ne citait que des institutions Made in USA, NASA, NOAA, département de l'énergie piégeant Trump, dans son propre écosystème. Impossible pour lui de balayer d'un revers de main ces chiffres sous prétexte de propagande européenne. Le piège rhétorique était parfait. Troisième levier, la pédagogie vulgarisée. Fini les chiffres abscons réservés aux experts. Chaque donnée était métamorphosée en images parlantes. Ainsi, au lieu de 81% d'énergie fossile, Lecornu déclarait 4 voitures sur 5 carburent encore à du pétrole venu de l'autre bout du monde, et soudain même le plus distrait des spectateurs comprenait l'enjeu. Quatrième levier, retourner l'émotion contre son créateur. Trump brandissait la peur de l'avenir comme un épouvantail. Lecornu lui proposait la fierté de construire demain. Là où l'un criait au chaos, l'autre invoquait le progrès. C'est cette inversion émotionnelle millimétrée qui a durablement marqué les esprits. Il ne s'agissait plus simplement d'un brillant affrontement politique, c'était une masterclass de communication scientifique exécutée sur la scène la plus prestigieuse du globe. Et quand la vague médiatique mondiale déferla, même les stratèges français les plus optimistes restèrent bouche bée. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire fact-check, le discours de Lecornu s'était déjà propagé comme une traînée de poudre, 47 langues, 5 continents et un raz-de-marée numérique. Des think tanks, des universités et même des plateaux télé improvisaient des décryptages express de cette masterclass de démolition argumentée diffusée en direct. À Cambridge au MIT, le professeur Kerry Emmanuel ne mâcha pas ses mots. Ce que Lecornu a fait en 5 minutes dépasse tout ce que nous avons enseigné en 10 ans. Une leçon d'élégance dans l'art de désamorcer les intox avec précision chirurgicale. Pendant ce temps-là, à Stockholm, la professeure Katarina Mayo, spécialiste en communication environnementale, livrait son verdict. On tient là un modèle absolu de transformation d'un duel idéologique en démonstration scientifique. C'est du cousu main. Mais ce qui électrisa vraiment la communauté, ce fut la réaction des jeunes chercheurs. Partout sur la planète, des doctorants en climatologie se mirent à organiser des cornu-parties, des sessions passionnées, où l'on décortiquait, analysait et admirait chaque geste, chaque chiffre et chaque argument du Premier ministre français. Il a prouvé qu'on pouvait conjuguer rigueur scientifique et efficacité politique, confiait Sarah Chen, doctorante à Berkeley. Cette admiration unanime traduisait un phénomène rare, la rencontre parfaite entre méthode scientifique et communication stratégique. Pour la première fois, un leader politique appliquait la démarche scientifique dans toute sa pureté, formulation d'hypothèses, collecte de données, vérification minutieuse, conclusion claire et l'expérience fonctionna à la perfection. Le monde venait d'assister à un précédent historique. Un semestre après ce face-à-face qui avait bouleversé la planète diplomatique, les répercussions se faisaient sentir à tous les niveaux. Sur la scène politique internationale, Lecornu était devenu l'expert incontournable en communication climatique. Les universités les plus prestigieuses l'invitaient régulièrement à venir dévoiler sa technique redoutable de fact-checking en direct. Son intervention était désormais disséquée dans les écoles de journalisme où elle servait d'exemple magistral de vérification instantanée. Et sur le plan scientifique, l'onde de choc était encore plus impressionnante. Les universités européennes voyaient exploser les inscriptions en climatologie.
Une vague de jeunes motivés affluait tous, déterminés à suivre les traces de Le Cornu maîtriser la science pour mieux la défendre face aux mensonges publics. Le GIEC confirma même une hausse historique des candidatures de jeunes chercheurs désireux de participer au prochain rapport mondial. Dans le monde des médias, l'affrontement Cornu-Trump s'était hissé au rang d'exemple mythique. Les écoles de journalisme de Tokyo à New York disséquaient ce duel seconde par seconde pour apprendre aux futurs reporters comment démonter une intox en direct avec la précision d'un chirurgien. Mais la répercussion la plus surprenante se produisit chez Trump lui-même. Lui qui avait bâti sa légende sur sa capacité à écraser ses adversaires à coups de punchline, découvrit avec stupeur qu'une simple avalanche de faits vérifiés suffisait à lui clouer le bec. Le choc fut tel qu'il se garda bien d'évoquer le climat pendant des mois. Chaque tentative de relancer le sujet tournait court, s'évanouissant lamentablement sous le poids des vérités que le Cornu avait jetées à la face du monde. Dès qu'il tentait de revenir à ses marottes habituelles, les journalistes comme ses rivaux politiques dégainaient aussitôt les statistiques brandies par Le Cornu. On entendait même une petite phrase circuler à Washington, « Le Premier ministre français, le nouveau mauvais rêve de Trump ». Pour la première fois de sa vie publique, Trump se retrouvait enfermé dans l'image qu'il avait lui-même façonnée, celle d'un raconteur d'histoires peu fiable. Cette vulnérabilité soudaine révélée par le débat climatique commença à peser lourd dans les dynamiques politiques américaines. Encouragés par l'audace de Le Cornu, certains républicains modérés se risquèrent enfin à remettre en cause la ligne de leur propre camp. Le sénateur Mitt Romney résuma ce nouvel élan d'honnêteté. « Si un dirigeant étranger peut ridiculiser notre ancien président avec de simples faits scientifiques, c'est bien que notre position n'a plus aucune défense crédible. » 12 mois après l'affrontement historique à l'ONU, le paysage mondial avait été profondément remodelé. L'Europe, ragaillardie par cette victoire symbolique, s'était imposée à nouveau comme boussole morale du combat climatique, tandis que les États-Unis se perdaient en introspection sur la direction à donner à leur stratégie énergétique. La Chine, de son côté, redoublait soudain d'ardeur dans les investissements écologiques, soucieuse d'éviter d'être associée aux contradictions trumpiennes. Mais l'effet le plus spectaculaire restait l'apparition d'une génération montante de dirigeants qui voyaient dans l'approche de Le Cornu un modèle à suivre. En Allemagne, en Espagne, au Canada comme en Australie, de jeunes figures politiques s'emparaient de cette méthode redoutablement efficace, l'utilisant pour réduire en poussière les intox propagés par leurs détracteurs climato-sceptiques. Cette révolution dans l'art de communiquer la science en politique atteignit son apogée lors de la COP30 à Brasilia en novembre. Fini les pirouettes rhétoriques, les demi-vérités et les excuses creuses des États réfractaires. Seule la précision factuelle dictait désormais le tempo. Le Cornu a redéfini les règles du jeu, affirma Christiana Figueres, ex-secrétaire exécutive de la CCNUS. Mentir sur le climat est devenu impossible. Les faits vous rattrapent immédiatement. C'est une transformation diplomatique d'une ampleur inédite. Quant à Le Cornu, il avait dépassé le statut de chef de gouvernement français pour devenir une véritable icône mondiale incarnation de la résistance intellectuelle face aux manipulations climatiques. Son allocution du 23 septembre 2025, disséquée dans les amphithéâtres du monde entier, servait désormais de référence absolue en matière de courage politique et de rigueur scientifique. Lors de la cérémonie du Nobel en 2026, le comité norvégien surprit le monde entier en rendant hommage à Le Cornu. Sans lui attribuer officiellement le prix, ils saluèrent publiquement son combat acharné pour la vérité scientifique face aux manipulations climatiques, affirmant que son engagement incarnait l'essence même de l'esprit Nobel et illuminait bien au-delà des frontières européennes. Les historiens raconteront qu'en ce jour de septembre 2025, au cœur du sanctuaire diplomatique des Nations Unies, un homme armé uniquement de faits irréfutables fit vaciller l'un des plus influents démagogues de son époque, et que grâce à ce triomphe éclatant de la raison sur l'irrationnel de la science, sur les ténèbres, il redonna foi à tous ceux qui croyaient encore en la force de la lucidité humaine. La lucidité